Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Brice Teinturier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos BVA, politologue bien sûr. Vous publiez Au-delà des apparences, des raisons d'être optimiste en France aux éditions du Seuil et coécrit avec Alexandre Guérin et Arnaud Carré. On parlait justement, juste avant, du décrochage, du déclin relatif du PIB par tête de la France en Europe. On recule quand même sur le plan économique quand on regarde les classements mondiaux, les classements PISA et autres. Pour autant, pour vous, la France a raison d'être optimiste. Pourtant, on sent quand même, on a l'impression, mais vous sentez plus comme moi les Français, que les Français sont un peu désabusés et n'y croient plus. D'ailleurs, je crois que c'est 80% des Français qui pensent que nous sommes en déclin. Oui. Alors, 80% des Français ont tort. Non, c'est même 90% aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Et nous ne cherchons pas à dire qu'il faut être dans un optimisme béat et que tout va bien. Chaque papier qui compose ce livre commence par une analyse de la réalité. Et la réalité, c'est que la France fait face à des défis qui sont colossaux. Moi, j'ai initié une série d'enquêtes il y a maintenant 13 ans qui s'appelle Fracture française. Donc, on ne va pas me faire le coup, pardon de le dire comme ça, mais du déconnecté ou de l'optimiste béat. On ne cherche absolument pas à être ni optimiste, ni pessimiste. On cherche à décrire la réalité de ce pays, telle qu'elle est perçue notamment par les Français, mais dans sa globalité. Et à dire quelque chose qui est que tout ne va pas si mal, qu'il y a des raisons, dans un océan de difficultés qui font qu'il ne faut pas sombrer dans le catastrophisme. C'est une analyse d'ailleurs qui est assez proche de celle de votre précédent invité, Xavier Timbre. C'est le hasard. Oui, tout à fait, mais c'est peut-être parce que, en termes de réalité, on se rencontre. Il y a des discours qui explorent la face, j'ai envie de dire, noire et réelle des difficultés. Oui, réelle, j'ai envie de l'entendre, réelle. Oui, mais encore une fois, les fractures françaises, les défis sont immenses, le monde est plus que jamais compétitif et dangereux, et c'est ce que ressentent les Français. Le déclin ressenti par nos concitoyens, il ne tombe pas de nulle part, donc il ne s'agit pas de nier ça. Avec une France qui compte de moins en moins dans le monde, on le voit bien. Oui, mais il s'agit quand même, et là je vous sens, de dire que si vous ne retenez que ça de la réalité, vous la déformez. Et du coup, vous imbibez le débat public d'une grille de lecture qui n'est pas exacte. Moi, encore une fois, je n'ai à être ni optimiste ni pessimiste. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il y a des stéréotypes qui circulent dans ce pays. C'est un peu l'objet de ce livre, de donc démonter... les Français, oui, mais les Français, vous écoutez, sont inquiets à tort ? Non, ils sont inquiets parce qu'il y a un certain nombre de raisons réelles d'être inquiets, mais ce mouvement est amplifié par une grille de lecture. Parce qu'on leur dit tout le temps, la sécurité, il y a un problème de la sécurité en France, mais il est réel, il y a une question de sécurité en France. Ce n'est pas du tout au niveau de ce que l'on raconte. Alors là, pour le coup, vous prenez un très bon thème. L'idée de décivilisation est une idée fausse. Il n'y a pas des abandons du côté des Français en faveur de la sécurité. La sécurité est le troisième sujet de préoccupation. Je rappelle que les deux premiers sujets sont les sujets économiques et sociaux, pouvoir d'achat, avenir du système de retraite, donc les vrais enjeux, ils sont quand même là. Ça ne veut pas dire que la sécurité n'en est pas un. Mais par exemple, quand on dit qu'il y a une explosion de la violence chez les jeunes, c'est faux. Et quand je dis c'est faux, c'est sur la base des résultats du ministère de l'Intérieur. C'est même pas une analyse subjective. Le ministère de l'Intérieur vous dit non, c'est faux. En revanche, ce qu'il y a et ce qui marque l'opinion, c'est réellement une violence accrue des très jeunes et une extrême violence qui touche un segment, un petit segment, mais réel de la population. Si vous mettez ça en avant, bien sûr. On ne met que ça en avant. Et on ne met que ça en avant. Regardez ce qui est relayé médiatiquement. Il y a un vrai sujet autour de l'information et de l'information qui est relayée et de celle qui n'est pas relayée. Logiquement, les médias s'intéressent plus aux trains qui n'arrivent pas à l'heure qu'aux trains qui arrivent à l'heure. Alors que si on communiquait et si on informait normalement sur la violence, on dirait quoi alors sur la violence en France et la sécurité ? Il dirait qu'il y a moi je me base sur encore une fois les statistiques du ministère de l'Intérieur, on dirait qu'il y a des types de violences qui baissent et qui baissent fortement. Tout ce qui est cambriolage, tout ce qui est ce type-là, que si vous prenez les délits commis par les jeunes, c'est plutôt en baisse en 2023 par rapport aux années précédentes, et que vous avez d'autres phénomènes qui montent, notamment les attaques aux personnes, et notamment chez, encore une fois, les très jeunes, des délits extrêmement graves.
Et ça, il ne s'agit pas de le nier. Ouais. Mais il ne faut pas dire que ça représente la situation de la violence dans notre pays. En revanche, 90% des Français, et là je suis sur mon terrain de jeu, ont le sentiment de vivre dans une société violente. Ah, ouais. Que cette violence s'accroît, évolue, mais le vrai phénomène, c'est que ça les terrifie. Donc ils ne sont pas dans des abandons de décivilisation, il n'y a pas un ensauvagement de la société. C'est ces termes-là qui ensuite brouillent les perceptions, et c'est pour ça que nous disons, non, il faut quand même avoir un diagnostic un petit peu plus poussé, un petit peu plus précis, et à ce moment-là, ce que vous en ressortez est un petit peu plus nuancé. Avec beaucoup la de nuance thèses. devient difficile dans ce pays. Ça c'est vrai, et pas seulement dans ce pays d'ailleurs. Il y a beaucoup de thèses négatives, excessives selon vous, qui font florès. On a parlé de la sécurité, aussi que les Français sont paresseux. C'est un autre chapitre. On ne travaille pas assez, on est paresseux. On n'est pas trois à avoir écrit ce livre, on est une quinzaine. En fait, l'idée, ça a été de confier aux experts de certains thèmes, chez nous, de travailler sur un certain nombre de sujets. Donc là, les analyses sur le rapport au travail ont été faites par une équipe qui ne fait que ça, qui ne travaille que pour les entreprises, sur leur politique d'engagement, etc. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a un vrai malentendu. Cette jeunesse dont on dit qu'elle ne veut plus travailler, non, c'est pas qu'elle ne veut plus travailler, c'est que le contrat d'abord avec l'entreprise a changé, ça c'est indiscutable, que, pardon de le dire ici, mais beaucoup de chefs d'entreprise ne comprennent pas, et le disent dans nos enquêtes, ce que veulent les jeunes aujourd'hui, alors que la Gen Z, par exemple, elle a parfaitement compris ce que l'entreprise attend d'elle. Et ce qui est vrai, ce qui est tout à fait exact, c'est qu'aujourd'hui, ces jeunes-là, si on leur demande plus que ce qu'il y a dans leur contrat de travail, ils veulent le faire avec une rémunération qui correspond à ce qu'on leur demande en plus. On peut le regretter, on peut le déplorer, on peut aussi considérer que c'est finalement assez normal. En tous les cas, 1 sur 2 nous dit que si on lui demande de travailler sous forme de mail, de SMS, etc., un samedi, oui, à ce moment-là, il attend ce qu'il y ait une rémunération ou quelque chose en face. Le contrat a donc changé. Maintenant, dire que les Français sont paresseux, c'est tout à fait inexact. Ils considèrent que le travail reste une valeur centrale, absolument centrale pour eux. Leur vrai sujet, c'est pas ça. Et c'est ce qui est dommage. On dit la France, pays des RTT, des 35 heures, des... Oui, mais le vrai sujet sur le rapport au travail, il ne faut pas se tromper de diagnostic. C'est pour les collaborateurs dans les entreprises, c'est l'efficacité, c'est la formation, c'est la mobilité. C'est ça ce sont les process qui ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent pas bien. Ce sont les réunions qui ne servent à rien. C'est ça qui les hérisse le plus. Et le débat ne porte que sur ces jeunes-là ne veulent plus travailler. Le résultat, c'est qu'on occulte les vrais sujets, véritablement, en tous les cas, ceux qu'ils considèrent comme essentiels, et ce qui ne sont pas relatifs à « je ne veux pas bosser » ou « je veux bosser ». Et il y a vraiment des rapports différents et à tisser entre collaborateurs, salariés et entreprises ou chefs d'entreprise, parce qu'il y a des réalités aussi, et qui sont, encore une fois, au-delà de la simple quantité de travail qu'on est prêt à délivrer. Brice Teinturier, il y a beaucoup de sujets comme ça, sur le rapport aux enfants. Mais j'allais y venir sur la demande d'un pouvoir fort. On sera en demande, et ce qui sera un phénomène d'ailleurs au-delà de la France. Mais tout dépend ce que vous mettez derrière pouvoir fort. Je parle pour la France, là. Il y a une demande d'ordre, ça c'est incontestable, et d'efficacité. Ce qu'ils veulent, c'est un cadre sécurisé dans lequel, en tant qu'individu, ils puissent ensuite jouir de toutes les libertés. On signe tous là-dessus. Exactement. Donc il ne faut pas s'étonner qu'on ait 75% de Français qui soient en demande de ce type-là. Est-ce que ça veut dire demande d'un régime autoritaire ? C'est souvent là le contresens. Non. Si vous avez... Un pouvoir qui agit, mais pas un pouvoir qui régente. On n'est pas dans les années 30 ou 20 avec des Français qui voudraient, comme sous Mussolini, être totalement alignés et soumis à un régime autoritaire qui leur apporterait, certes, de l'ordre, mais qui serait en restriction d'un certain nombre de libertés. C'est pas ça. Ça, c'est, encore une fois, une erreur de diagnostic. Ils veulent de la liberté individuelle, mais pour pouvoir l'exercer, il faut de l'efficacité, il faut de l'ordre, et c'est bien normal, c'est le contrat de base de la démocratie, assurer de l'ordre et de la sécurité pour que les gens puissent travailler et jouir ensuite de leur travail. Et les Français qui ne veulent plus d'enfants, pour vous, pareil, c'est une thèse D'abord, c'est une réalité depuis 2010 que la démographie... Non mais... Oui. C'est toujours la même chose. On voudrait enfermer dans une image qui souvent est assez caricaturale. La démographie baisse, les Français ne veulent plus d'enfants. Les enquêtes, elles servent quand même à creuser un petit peu le diagnostic pour ne pas se tromper de solution. Notre métier, c'est quand même d'apporter des diagnostics fiables pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Il y a un tout petit segment
de Français, de femmes, qui véritablement ne veut pas faire d'enfants. C'est une réalité. Mais il faut tout de suite dire, c'est un tout petit segment. Ça concerne 7-8% de cette jeunesse en âge d'avoir des enfants. Donc la réalité, c'est que c'est un désir contrarié, et très largement contrarié. Notamment par le logement. Par le coût du logement, par les trajectoires ensuite professionnelles qui sont plus difficiles, par les transports qui sont plus difficiles, par le nombre insuffisant de crèches. C'est pas que les Français ou les Françaises ne veulent plus faire d'enfants. C'est qu'il y a tellement d'obstacles aujourd'hui quand vous faites 2 ou 3 enfants que il ou elle renonce. Bon. C'est pas la même chose. Hein. Votre idée, c'est qu'il y a trop, on a compris, il y a trop de thèses déclinistes qui prospèrent. Mais certains vous diront, Brice Teinturier, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes naïf, que la société est violente, que la France, voilà, et que blablabla. Mais bien sûr, je connais par cœur ce type de remarques. Si vous n'êtes pas dans le déclinisme absolu, vous êtes naïf. Vous êtes naïf et connecté. Je rappelle, encore une fois, que il ne s'agit pas d'être optimiste ou pessimiste, mais de faire un bon diagnostic. J'ai les fractures françaises depuis 13 ans d'un côté, et j'ai beaucoup dit toutes les difficultés de ce pays, donc qu'on ne vienne pas me faire, entre guillemets, le coup du déconnecté. Ouais. Je ne crois pas du tout. Et les Français, c'est vrai, sont pessimistes et plus pessimistes que les autres. Mais c'est pas nouveau, ça. Hein. Non, c'est pas nouveau. De même que l'écart entre un relatif optimisme individuel, mais qui se réduit, et un pessimisme collectif, j'ai envie de dire, c'est une tarte à la crème depuis 30 ans. Enfin, j'ai toujours connu ça. Ouais. On est très inquiet sur le pays, on l'est beaucoup moins, voire personnellement, voilà, voire pour certains, pas du tout. Après, on se dit que le fait que nos responsables politiques, quels qu'ils soient, aient du mal à avoir des résultats, fabriquer du résultat, ça contribue évidemment à la défiance et au pessimisme. Bien sûr, les vrais sujets, ils sont là. J'en reviens à l'idée il faut fabriquer du résultat, il faut être capable de fabriquer de l'ordre dans tous les domaines et de la sécurité. Quand je dis dans tous les domaines, c'est dans les finances publiques, parce que ça, c'est quelque chose, et c'est nouveau, qui inquiète fondamentalement les Français. Ils ont le sentiment aussi de vivre dans un monde de plus en plus dangereux, et ils ont raison. Donc il y a une demande de protection qui est extrêmement puissante dans un pays qui déjà protège plus que les autres. Oui, mais vous verrez, ma thèse, moi, c'est que en réalité, tout part du rapport au monde. C'est pas le local, comme on le dit souvent. Ça, c'est une dérivée, c'est une conséquence, cette espèce de repli sur le local. Et le rapport au monde, il a fondamentalement changé à partir des années 2000, avec déjà le 11 septembre, qu'on a, à mon avis, sous-estimé, qui constitue un ébranlement considérable. Non, moi, ça me semble assez évident, que les Américains qui puissent être frappés sur leur sol, quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Exactement, donc c'est pas simplement les 2 tours qui s'effondrent, c'est un ordre mondial qui s'effondre, qui bouge, et les Français le ressentent. Et puis ensuite, vous avez une succession de crises, 2008, la crise de l'euro ensuite. Oui, la crise de l'euro, c'était de se dire que finalement, les économies proches de nous pouvaient faire faillite. C'est un effet de clochardisation. Dans les enquêtes, vous voyez très bien qu'à un moment donné... Clochardisation ? Oui, les Français redoutent l'idée d'être clochardisés parce que des pays qui sont à leur porte sont extrêmement secoués. La Grèce, mais pas que la Grèce. Donc ce n'est pas une perspective lointaine liée à la mondialisation. Tout à coup, ce qui fait irruption, deuxième très grande secousse, c'est que des pays de la zone européenne, et notamment la Grèce, peuvent s'effondrer. Là, vous avez une inquiétude supplémentaire. Donc ce pays a peur depuis, moi je le crois, maintenant très longtemps, et du coup il est en demande de protection permanente, d'où la difficulté pour les dirigeants. Si vous ne répondez pas à cette protection... Mais avec une dépense publique qui est parmi les plus élevées du monde, une pression fiscale et une dette aussi parmi les plus élevées du monde. Et ils le savent, les Français. La question notamment des déficits... Pourquoi demander plus de protection alors qu'on sait qu'il n'y a plus de marge de manœuvre budgétaire pour ? Mais parce qu'individuellement, vous êtes inquiet, vous demandez de la protection. Ouais. Et vous vous réfugiez dans il y a de l'argent dans ce pays, c'est aux autres de payer. Moi, je veux c'est le raisonnement individuel par rapport à une réalité collective. Donc ça ne va pas cesser. Je vous le dis tout de suite, la demande de protection, elle ne va pas cesser. Et même si on n'a plus les moyens. Même si on n'a plus les moyens. Mais la question du côté des politiques, parce que c'est ce qui nourrit aussi le populisme, ça va être de dire aux Français la vérité. Donc de véritablement dire oui, on a un sujet majeur de finances publiques, majeur d'éducation. Dans les causes du déclin relatif, il y a vraiment le recul très important en matière de rang sur la formation et l'éducation. On a plus intérêt aujourd'hui à mettre ses enfants dans certaines écoles dans d'autres pays qu'en France. Ça, c'est un souci. Donc il va falloir dire la vérité aux Français, mais il faut porter une espérance. Si vous voulez qu'ils consentent un certain nombre de sacrifices, vous ne pouvez pas promettre que du sang et des larmes. Il faut dire la vérité, dire aussi que ça prendra du temps, qu'il va y avoir 10 ans, 12 ans, je ne sais pas, pour rééquilibrer les choses et s'en sortir,
mais il faut que vous mettiez en appui. Et donc comment on trouve justement, comment on trouve dans l'optique de la présidentielle, comment on trouve des solutions, comment on se relève, hein? Ah mais moi je suis politologue et je travaille dans un institut de sondage, je ne suis pas un responsable politique qui doit devant les Français apporter des solutions. Ouais. Ce que je vois malgré tout, c'est qu'il y a un impératif de mon point de vue, c'est de ne pas raconter aux Français de crack, pardon de le dire comme ça. Ouais. Parce qu'ils sentent, ils comprennent et ils ont peur. Donc ce déclin relatif, bien sûr qu'ils le sentent. Et ils ont raison. Quelque part, les indicateurs, ils sont là. Non seulement il ne s'agit pas de le nier, mais ce serait une erreur colossale que de chercher à le nier. Une fois qu'on a posé ce diagnostic et qu'on ajoute, mais on a des ressources aussi, dont on ne parle peut-être pas. Alors qu'est-ce qu'on a comme ressources pour se relever ? Aux yeux des Français, on est d'abord dans un pays où il y a de l'innovation, sans doute pas assez, mais de l'innovation, où il y a des champions industriels ou autres mondiaux. C'est une source de fierté et c'est aussi le signe qu'on n'est pas totalement sous le tapis. Pas simplement dans le luxe, hein, ça, les Français le savent bien, mais ils vous citent quand vous leur posez la question d'autres champions, Total Energy, ils savent que c'est un groupe maintenant mondial, puissant, etc. Donc il y a tout ça, il y a les infrastructures de transport, ouais. Il y a eu l'attractivité, il y a l'industrie du tourisme, donc il y a quelque chose de très symbolique aussi qui est assez intéressant, c'est que notre présence au Conseil de sécurité... Ah, de l'ONU. Oui, de l'ONU. C'est quelque chose, le jour où ça disparaîtrait, ça sera une secousse pour les Français. Mais c'est quelque chose qui, à leurs yeux, fait qu'on est encore, malgré tout, un grand pays. Et c'est une réalité aussi. Donc, il y a de la ressource. Le discours catastrophiste, il n'insiste que sur ce qui ne va pas. Il a raison de pointer ce qu'il n'a pas, encore une fois, totalement. Mais il faut décrire la réalité dans sa globalité. Sinon, vous créez un halo de dépression sans donner des leviers pour justement remonter. Sondage Opinionway qui dit que 6 Français sur 10 pensent qu'un patron ferait un bon président. On peut imaginer Xavier Niel, Michel-Édouard Leclerc à l'Élysée ou non ou c'est Alors j'ai connu ça à chaque veille d'élection présidentielle. Ça ressort toujours. Jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été le cas. Je crois qu'on ne pilote pas un pays comme on pilote une entreprise, mais qu'on doit, quand on pilote un pays, s'inspirer d'un certain nombre de choses qui peuvent être faites dans les entreprises. Mais ce n'est pas la même chose. C'est pas les mêmes visions, c'est pas les mêmes leviers, c'est pas les mêmes contraintes. Donc les qualités d'un chef d'entreprise ne sont pas mécaniquement reproductibles pour faire un bon président, et j'ai envie de dire, et vice-versa. Qu'est-ce qui restera du macronisme au terme de 10 ans de mandat, en dehors de cette dissolution ratée ? Il y a en réalité, je pense, là aussi, des choses malgré tout plus positives que ce qu'on raconte et que ce que les Français ressentent sur la politique étrangère, sur l'attractivité, des éléments comme ça, sur la politique de l'offre. Mais en termes de perception, il ne restera pas grand-chose. Ce qui aujourd'hui nourrit la perception des Français, c'est, vous l'avez dit, la dissolution, qui est considérée, je pense avec justesse, comme une catastrophe qui a accru les problèmes puisqu'elle n'a aidé, ce que le président de la République a reconnu dans ses vœux de décembre 2024-25. Donc ça, c'est le premier point. Mais il y a aussi l'ampleur des déficits. Je pense que le fait majeur, c'est cette révélation pour les Français des déficits. Il y avait l'idée que le macronisme, en matière économique... allait bien gérer la France. Exactement. Et c'est ça qui s'est effondré, et c'est ça qui accroît le sentiment de vulnérabilité et les tentations pour d'autres formations politiques. On est un an de la présidentielle, Jordan Bardella est donné en tête de certains sondages de premier tour, donné gagnant au second. Est-ce que la présidentielle 2027 est déjà jouée, elle est déjà écrite ? Non, elle n'est pas jouée, elle n'est pas écrite. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que la qualification pour le second tour d'un Jordan Bardella ou d'une Marine Le Pen est quasi écrite. Je dis bien quasi. Une campagne électorale, ça joue. Et il peut y avoir des effets dans la campagne électorale. Mais ça, en tous les cas, il est raisonnable de le dire. Oui, qualification pour le second tour. Dire maintenant le pays va passer sous la présidence de Jordan Bardella, c'est absurde. Regardez ce qui s'est passé après le premier tour, lors des dernières législatives. Vous avez des effets de mobilisation quand, j'ai envie de dire, la menace, entre guillemets, pour en tous les cas une partie du pays, devient concrète. Et là, on a vu des phénomènes qu'on ne mesurait pas avant. Et je considère qu'il ne faut pas faire de second tour aujourd'hui, parce que là aussi, on fabrique des datas de mauvaise qualité, qui n'ont pas beaucoup de sens, mais qui créent des effets dans le débat public. Donc il y a un peu de responsabilité aussi à avoir du côté des instituts de sondage. Nous n'avons pas encore fait l'intention de vote de premier tour. Je considère que c'est trop loin encore, qu'il y a un scrutin quand même, les municipales avant, puis qu'il y avait les européennes avant. Donc il faut savoir attendre. En revanche, une fois qu'on aura passé les municipales, oui, on va s'y mettre sans faire de second tour tout de suite.
Au-delà des apparences, des raisons d'être optimiste en France, malgré ce déclinisme et ce pessimisme ambiant, c'est signé Brice Teinturier. Alexandre Guérin, Arnaud Carré aux éditions du Cherche Midi. Merci à vous. Merci. Invité de la grande interview en direct sur Boursorama et sur YouTube. À bientôt. À bientôt.